Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé, centre collaborateur de l'OMS. Ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne dans le cadre du pôle de recherche sur l'eau. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, à être connectés de différentes régions de par le monde. Alors, ce webinaire est le premier d'une série consacrée à la thématique eau et santé. Pourquoi l'eau? Vous le savez tous, c'est un élément qui est indispensable à la vie de tout être humain. Nous-mêmes, nous sommes constitués aux 2 tiers d'eau. Nous avons besoin quotidiennement de cette eau. Et pour cela, quoi de plus simple que d'ouvrir le robinet, un geste banal en France qui nous permet à tous d'avoir de l'eau potable. Mais n'oublions pas qu'il n'en est pas de même dans tous les pays. Aussi, aujourd'hui, nous allons vous proposer de réfléchir ensemble à toutes les opérations, à tous les dispositifs, au savoir-faire nécessaire qui permettent aux consommateurs d'avoir accès à cette eau potable en permanence. Alors, pour savoir d'où vient l'eau du robinet, quel traitement doit-elle subir pour être potable, comment est-elle contrôlée, par qui, pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 2 spécialistes du domaine. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Fabrice Dassonville, ingénieur du génie sanitaire, docteur en écologie microbienne et responsable régional eau, le sujet, au sein du département santé-environnement de l'Agence régionale de santé, PACA. Et nous avons également avec nous Monsieur Laurent Moulin, qui est docteur en microbiologie, responsable du laboratoire Recherche et Développement Haute-Paris, qui est la structure qui assure l'alimentation en eau potable à toute notre capitale française. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer avec une première question. La question que l'on se pose est très basique. D'où vient l'eau de notre robinet? Quel est le rôle du traiteur d'eau? Celui qui va permettre d'alimenter ainsi nos robinets et nous-mêmes en tant que consommateurs. Et cette question, je l'adresse directement à Monsieur Moulin. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette introduction et pour cette question qui n'est pas si facile. Alors, l'origine, on a, on a notre eau qui provient de ressources souterraines qui sont des ressources souvent assez bien protégées, même s'il peut y avoir des difficultés qu'on va voir après. Et puis, l'autre partie, c'est des ressources d'eau de surface, donc ce sont des rivières, parfois des retenues, qui sont la ressource brute permettant de produire de l'eau potable. Donc, le producteur d'eau a un certain nombre de missions que je vais essayer de lister très rapidement dans les quelques minutes qui suivent. Donc, le premier, c'est d'essayer de protéger au mieux cette ressource, donc d'éviter d'avoir des pollutions sur cette eau. Alors, c'est plus difficile quand c'est une rivière, mais globalement, quand c'est une eau souterraine, il essaye de protéger avec un certain nombre de périmètres de protection qui lui permettent normalement d'éviter des pollutions. Il va assurer l'éventuel pompage de cette eau pour pouvoir la traiter. Son traitement, et c'est la partie, je dirais, un peu essentielle du métier d'un producteur d'eau. Alors, en fonction de la qualité de la ressource, le traitement est un peu différent, mais si on prend un peu l'exemple des eaux de surface, qui sont les eaux les plus polluées, on va avoir des traitements qui visent et une deuxième étape qui sera une partie de désinfection qui éliminera les risques microbiologiques avec principalement 3 méthodes de désinfection utilisées en France, les ultraviolets, l'ozonation et puis la chloration qui sera utilisée en fin de traitement. On va ensuite transporter cette eau juste là où elle est stockée dans des réservoirs et puis elle sera distribuée et le producteur d'eau doit aussi s'assurer d'une bonne pression dans le réseau pour pouvoir monter aux étages élevés si dans son réseau de distribution, dans son aire d'intérêt, il y a des, des, des habitations à étages et puis surtout pour assurer la protection incendie puisqu'il faut que les pompiers puissent utiliser cette eau. Tout au long de cette filière, et c'est ce qu'on parlera, je pense, beaucoup aujourd'hui, on va s'assurer de la qualité de
l'eau, de l'efficacité des traitements, de sa non-dégradation dans les réservoirs et dans le réseau, et jusqu'au robinet du consommateur. Voilà un peu les rôles clés de la mission d'un distributeur d'eau qui soit public ou privé en France. Voilà. Alors, je n'ai pas du tout regardé le temps, mais j'espère que je suis à peu près dans les temps, Marie-Pierre. Tout à fait, Monsieur Houlin. Et pour compléter cette question, lorsque vous produisez cette eau, que vous l'envoyez dans les réseaux, quels sont les contrôles que vous mettez en place? Puisque je pense que votre préoccupation est d'assurer une eau de qualité pour le consommateur. Comment Tout à fait. procédez-vous? Alors, bah, il y a plusieurs types d'organisations. Le producteur d'eau est organisé parfois différemment en France. Cette autosurveillance se base sur un certain nombre de paramètres qui sont, Fabrice les présentera après, je pense, les paramètres réglementaires, c'est-à-dire on va vérifier que tout d'abord, on a bien éliminé les risques microbiologiques qui provoqueraient des maladies très rapidement chez les gens qui seraient exposés à ces micro-organismes. Donc, on va s'assurer de la bonne désinfection et pour ça, on va suivre des paramètres euh, je vais couper ma caméra, qui sont Escherichia coli, les entérocoques. Et puis, on va suivre tout un tas d'autres paramètres. On va vérifier la transparence de l'eau, on va vérifier l'absence de particules turbides, on va vérifier l'absence de molécules organiques qui seraient des résidus de pesticides, des résidus de médicaments en fonction de l'origine de l'eau qu'on va traiter. Et ça, c'est assuré dans le cadre de la surveillance réalisée par le traiteur d'eau qui va essayer d'étudier sa ressource en eau, d'identifier les risques de pollution qu'il pourrait y avoir dans cette ressource et essayer au-delà de les traiter, de vérifier la bonne efficacité des traitements. Pareil, dans le réseau de distribution, on va essayer d'éviter les développements et les dégradations de la qualité avec des éventuels mauvais branchements, des éventuelles stagnations de l'eau qui pourraient dégrader là aussi sa qualité. Donc, il y aura un système de surveillance dans le réseau d'eau. Toute cette surveillance, elle est faite par le producteur d'eau, mais il y a une collaboration assez proche avec l'ARS qui pourra échanger sur ses résultats et puis qui a son propre système de surveillance que je pense vous sera présenté. Enfin, c'est même pas je pense, vous sera présenté juste après. Donc, c'est une très bonne transition pour passer la parole à Monsieur Dassonville et qui va nous expliquer, je pense, comment au niveau de l'Agence régionale de santé, les contrôles sont mis en place, comment l'eau du robinet est surveillée dans l'intérêt du consommateur, bien sûr. Merci, Madame Sauvin-Rochat. Au niveau de l'ARS, il faut savoir qu'en France, l'ARS exerce pour le compte du préfet de département le contrôle sanitaire réglementaire, qui est une partie intégrante du suivi sanitaire qui comprend l'autosurveillance de la personne responsable de la production et distribution d'eau, ou si vous préférez de manière plus simplifiée, le traiteur d'eau. Donc, l'idée est de mettre en place un programme de prélèvement et d'analyse qui couvre aussi bien la ressource en eau brute que la sortie du traitement et aussi le robinet de l'usager, donc du consommateur. Et donc, ce contrôle sanitaire, il est mis en place et programmé par les délégations départementales de l'Agence régionale de santé et il est effectué en fait de manière inopinée. L'idée, en fait, est d'aller vérifier sans bien évidemment prévenir en amont du passage du laboratoire qui effectue les prélèvements et les analyses. Il faut savoir que l'eau du robinet, c'est l'aliment le plus contrôlé en France. Et ce contrôle porte sur des paramètres microbiologiques. On va s'intéresser plus spécifiquement aux indicateurs de contamination fécale. L'idée étant que, comme l'a indiqué M. Moulin, en recherchant Escherichia coli entérocoque, si on en trouve, cela veut dire qu'il y a sûrement d'autres germes qui sont présents dans le réseau d'eau. Et au niveau chimique, il y a une multitude de paramètres, pesticides, métabolites de pesticides, hydrocarbures, et c'est donc plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de paramètres chimiques qu'on va analyser. Et il faut savoir que ce contrôle sanitaire, en fait, la fréquence de ce contrôle sanitaire est fonction du débit qui va être produit, débit d'eau destiné à la consommation humaine, et du nombre d'habitants au niveau du réseau de distribution. Et l'Agence régionale de santé a la possibilité de renforcer, le cas échéant, ce contrôle sanitaire en cas de problématique avérée.
Et je le répète, mais ce contrôle sanitaire est vraiment complémentaire de l'autosurveillance donc du traiteur d'eau. Et si j'ai bien retenu ce que vous venez de dire, l'Agence régionale de santé programme des prélèvements d'eau qui sont ensuite analysés. Ces analyses peuvent-elles être faites dans n'importe quel laboratoire ou y a-t-il des spécialistes de l'analyse de l'eau? Oui, alors c'est une très bonne question. Il est vraiment nécessaire de préciser que les laboratoires sont agréés par le ministère de la Santé, en fait. Et donc, on a une liste de laboratoires qui peuvent réaliser ces analyses du contrôle sanitaire. Et donc, c'est un prérequis afin de vérifier que les laboratoires donc, voilà, disposent des agréments nécessaires pour effectuer les différents types d'analyses. Cela permet de garantir derrière aussi la fiabilité des résultats. Donc, en fait, ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut, qui peut le faire. Et donc, ce travail hein, d'agrément des laboratoires, il est mené en lien avec le Bureau des eaux des directions générales de la santé. Et puis, on a un appui aussi technique qui est très important. C'est donc du laboratoire d'hydrologie de Nancy de l'ANSES, donc Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation en France. Donc, je dirais qu'il est vraiment qui dispose d'une expertise par rapport à tous les laboratoires qui effectuent ces contrôles au niveau français. Donc, je dirais que même il y a un contrôle de ces laboratoires. Merci. Et que se passe-t-il? Alors, on va peut-être continuer avec Monsieur Dassonville. Que se passe-t-il si des anomalies sont constatées lors des analyses? S'il y a présence de micro-organismes indésirables ou de substances chimiques indésirables ou toxiques, que fait l'Agence régionale de santé? Et je serais tentée de poser ensuite la même question à Monsieur Moulin pour savoir que fait le producteur d'eau. Quelles sont les interactions possibles entre vous deux? Oui, merci. Donc, c'est un point primordial, hein. Donc, on contrôle l'eau, mais il est nécessaire d'agir lorsqu'elle est non conforme. Il faut savoir que le consommateur, il est informé en continu. En France, en fait, les analyses d'eau sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la Santé en continu. On a ce devoir d'information et en cas d'analyse non conforme, donc qui va en fait dépasser je dirais, une limite de qualité réglementaire. Hein. On va insister sur la limite de qualité réglementaire qui peut avoir un effet sur la santé. Donc, éventuellement, en cas de présence d'indicateurs de contamination fécale, l'ARS, en collaboration avec la personne responsable de la production et distribution d'eau, peut prendre des mesures qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de consommation. Je prends le cas, par exemple, d'une pollution microbiologique majeure qui présente un effet sur la santé. Il faut voir cela ne donne pas forcément lieu à chaque fois à une interdiction de consommation, fort heureusement. Il y a des mesures qui sont proportionnées par rapport à l'amplitude de dépassement. De la même manière, pour les dépassements d'origine chimique, il est nécessaire de voir si voilà, c'est un dépassement ponctuel, de le confirmer et de voir dans le temps comment ça s'inscrit dans le temps et surtout d'apprécier l'effet sur la santé. Nous, ce qui va nous guider par rapport à tout dépassement qui soit d'ordre bactériologique ou chimique, c'est d'évaluer l'impact sur la santé de la population. Et on se doit en fait de protéger la santé de la population et donc d'éviter tout risque. C'est pour ça qu'on peut émettre des recommandations en lien avec le corps préfectoral pouvant aller jusqu'à l'interdiction de consommation. Et à savoir aussi que désormais, on s'inscrit dans une logique d'anticipation. Puisque il y a encore jusqu'à peu de temps, on contrôlait l'eau voilà, de manière régulière et on intervenait s'il y avait un résultat qui était non conforme. Et finalement, avec la mise en place des plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux, PGSSE, on s'inscrit dans une démarche d'anticipation. En fait, l'idée, c'est d'analyser, d'identifier tous les risques potentiels entre la ressource en eau et le robinet du consommateur, d'identifier tous les risques, d'évaluer les moyens de maîtrise de ces risques existants et s'ils sont insuffisants, eh ben de mettre en place des actions. Ça peut être une amélioration du traitement, ça peut être tout un tas d'actions qui vont faire qu'on va sécuriser au maximum la distribution d'eau. Donc l'idée, c'est d'avoir cette démarche d'anticipation telle qu'on l'a dans toutes les autres industries alimentaires, hein, pour pouvoir en fait garantir que le produit eau destiné à la consommation humaine, il est délivré avec une sécurité maximum, sachant bien évidemment qu'on voilà, on n'est pas dans une société zéro risque, il peut y arriver un accident
Mais maintenant, avec ces PGCC, on s'inscrit vraiment dans une logique d'anticipation du producteur d'eau pour délivrer une eau en permanence conforme. Voilà, je vais laisser Monsieur Moulin compléter pour la partie traiteur d'eau. C'est mieux avec le micro. Non, non, mais c'était effectivement très complet. Je pense qu'on pourrait, de façon un petit peu schématique, couper un peu les risques de deux façons. Il y a les risques un peu immédiats, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un risque microbiologique. Et là, la simple consommation de l'eau par des usagers provoquerait des gastroentérites plus ou moins sévères en fonction des populations. Et donc là, effectivement, si le dépassement est très important, on va arrêter la distribution de l'eau. Ça arrive Dieu merci, extrêmement peu fréquemment. Et c'est ce qui implique une réponse très rapide. Si c'est d'autres paramètres, il y a des paramètres, on va effectivement vérifier que c'est pas une pollution ponctuelle qui est liée à un phénomène non maîtrisé. Si c'est une rivière, par exemple, à un accident de pollution. Et dans ces cas-là, eh bien, on va plutôt revenir sur le traitement essayer d'éviter ce genre de pollution. C'est ce que disait Fabrice avec ces plans de gestion qui vont identifier tous les risques et essayer de mettre le mieux possible des actions permettant de les éviter. Souvent, le risque chimique est, je dirais, on va essayer de le confirmer et il est pas immédiat. Il ne déclenche pas une réponse immédiate, une réponse bien sûr très rapide, mais qui n'est pas forcément aussi immédiate que ce qu'il peut y avoir sur des risques microbiologiques. Voilà. Alors, sur le risque microbiologique ou même sur le risque chimique, on peut dépasser on peut dépasser les simples paramètres du contrôle sanitaire, hein. On peut décider de mettre en œuvre d'autres méthodes. Donc là, tous les laboratoires sont pas forcément capables de le faire, mais on pourrait par exemple on peut aller rechercher les virus. Puisque on imagine que il y a eu un retour d'eau usée, par exemple. Donc, on va aller au-delà des indicateurs et au-delà des paramètres classiquement réalisés pour essayer d'identifier bien la cause de ce mauvais branchement, l'origine de cette eau, pour bien répondre le plus vite possible et le mieux possible à cette pollution. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut trouver un certain nombre d'équipes un peu différentes et on peut se tourner vers des laboratoires de recherche qu'on peut avoir en interne, hein, comme on a un peu chez nous, ou des laboratoires nationaux, je pense au laboratoire de Nancy qui est à l'ANSES ou d'autres, pour eh bien, travailler sur cette pollution et essayer de mieux la maîtriser. Voilà, ça c'était sur si l'eau est déclarée non potable. Ça arrive quand même assez peu fréquemment, heureusement. Le système est plutôt sous contrôle. Il est vrai qu'au niveau français, on a la chance d'avoir des réseaux qui sont relativement bien suivis et qui permettent d'assurer cette eau de qualité. Et dans le contexte actuel, on parle beaucoup de l'accès à l'eau, du maintien d'une eau de qualité. Euh, Comment verriez-vous, comment assurer une alimentation en eau suffisante, de bonne qualité pour tous les consommateurs? Diriez-vous que c'est un challenge ou une mission qui est parfaitement maîtrisée à l'heure actuelle? Et je pense que on peut peut-être poser la question à Monsieur Moulin, puisqu'il est au contact de la production, il est en charge de la production et à même et qu'il se doit de répondre à la demande qui est quand même assez fluctuante. Oui, alors c'est une question extrêmement intéressante et extrêmement vaste. On peut à la fois avoir totalement maîtrisé le sujet jusqu'à maintenant et en même temps retrouver de nouvelles difficultés qui se posent à nous. Euh, je dirais que la maîtrise des pollutions et des événements est plutôt bien réalisée. Notre système est assez robuste et fonctionne bien. Néanmoins, l'amélioration des méthodes analytiques, hein, dont on entend assez fréquemment parler, fait que, eh bien, un certain nombre de contaminants peuvent maintenant être recherchés. Ils ne l'étaient pas forcément avant et ils peuvent l'être maintenant dans le cadre de nouvelles méthodes analytiques, dans le cadre d'amélioration de la sensibilité des appareils. Et on va se poser de nouvelles questions. Alors vous avez vu sûrement ces questions apparaître dans la presse, c'est par exemple les métabolites. Pendant très longtemps, la recherche des contaminants de l'eau se basait sur la recherche des
pesticides ou des médicaments en disant, eh bien, on essaye d'éviter la présence de ces molécules avec un certain niveau de concentration pour qu'ils ne soient pas présents dans l'eau produite. Les méthodes analytiques ont changé, les labos de recherche ont travaillé et on s'est aperçu qu'on pouvait mesurer non pas les molécules en elles-mêmes, mais leur métabolisme, c'est-à-dire les produits de dégradation de ces molécules. Et ça a posé des nouvelles questions en disant, ben, est-ce que ces molécules pouvaient poser un problème? Est-ce qu'il fallait là aussi les éliminer si elles étaient présentes? À quelle concentration étaient là? Eh bien, ça a provoqué de nouveaux challenges pour les producteurs d'eau. Il y a déjà eu le challenge analytique. Est-ce qu'on pouvait détecter ces molécules? Est-ce qu'on avait suffisamment de laboratoires capables de le faire? Est-ce que, une fois qu'on les détectait, si elles étaient présentes, elles ne sont pas partout, heureusement, comment est-ce qu'on peut les éliminer? Donc là, bah, il faut travailler toujours sur les méthodes d'élimination, leur traitement. Est-ce qu'on va utiliser plus de charbon actif, qui est souvent, je dirais, un peu le procédé de traitement de première intention. Il élimine extrêmement bien les molécules organiques. Mais parfois, c'est pas suffisant. Il y a des endroits avec des ressources extrêmement polluées où des traitements plus poussés sont proposés. Ça peut être des traitements membranaires, des traitements avec des nouveaux types de membranes qui permettent d'améliorer la ressource. Et puis, éventuellement, sur un certain nombre de molécules un peu complexes ou de polluants difficiles, eh bien, il faut se faire une raison et décider de changer un peu l'origine de la ressource, considérer que à long terme, cette ressource est trop contaminée pour être utilisée et il faudra chercher un autre forage ou un autre endroit où l'eau sera moins contaminée pour continuer à distribuer une autre qualité. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un phénomène d'amélioration continue, hein. On cherche de nouvelles molécules, on descend les limites de quantification, on se pose de nouvelles questions. Parfois, ça ne pose pas de problème, mais de temps en temps, eh bien, il faut aller sur les étapes d'après, l'élimination de ces molécules, ou même la fermeture d'un certain nombre de points d'alimentation en eau. Enfin, je pense que Fabrice a d'autres éléments à apporter, mais je pense qu'on est vraiment sur cette étape d'amélioration et de nouvelles questions qui arrivent, puisque les laboratoires de recherche continuent à travailler sur la qualité. Oui, en fait, merci Laurent. En fait, je partage pleinement cet avis. En fait, et par rapport aux propos de Madame Sommer-Rocha, on est actuellement oui, dans le cadre d'un challenge, à savoir, il y a deux aspects, quantitatif et qualitatif. Donc, quantitatif, contexte de dérèglement climatique que connaît donc le monde entier. Et donc, qui dit dérèglement climatique dit, alors, ça va dans les deux sens en France, hein, à la fois des périodes de sécheresse intense et des périodes en fait de pluviométrie très intense, qui peuvent avoir un impact tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs. Et donc, ça, c'est des choses qu'on se doit maintenant d'anticiper, tant au niveau de la structuration des réseaux d'eau potable, du contrôle de la qualité, avec des thématiques émergentes. Et je partage pleinement le constat de Laurent. En fait, avant, finalement, on avait ces paramètres dits émergents. On pouvait en découvrir un de temps en temps, mais entre le travail des laboratoires de recherche et ce dérèglement climatique qui s'accentue et qui s'inscrit maintenant très rapidement dans le temps, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est que finalement, Laurent évoquait les métabolites de pesticides, on peut évoquer aussi les composés perfluorés, certains parasites dans l'eau, comme les cryptosporidiums, en fait, des choses. Nous, à l'échelle de notre région, par exemple, ces parasites, on n'en avait jamais entendu parler avant, mais le contexte de sécheresse qui alterne avec des épisodes pluviométriques très intenses, en fait, sont propices finalement à la diffusion de ces parasites dans l'eau. Alors, ça reste encore ponctuel, mais finalement, en lien avec le traiteur d'eau, ça nous amène à nous poser de nouvelles questions, hein. Comment anticiper ces nouveaux risques, tant du point de vue de la quantité d'eau et de la qualité d'eau. Et ça amène aussi la remarque que finalement, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Donc, il y a l'ARS, le traiteur d'eau, mais ça évoque aussi la nécessité d'une rationalisation des usages. C'est-à-dire l'époque où l'eau coulait du robinet à flot et finalement on ne se posait pas de la question de la quantité qu'on consommait. Finalement, c'est une époque révolue. Il faut se rendre compte aussi que l'eau du robinet, c'est un bien précieux. C'est un bien précieux parce qu'il faut préserver la ressource en eau qui est en amont, la ressource en eau brute, donc le fait qu'elle ne soit pas polluée, pas sujette à des pressions anthropiques trop fortes. Et aussi, il y a un coût en fait pour produire cette eau. Et je pense que jusqu'à présent, il y a peu de temps, les consommateurs, l'eau était fournie en abondance. Ils n'avaient pas forcément conscience de cela. Mais tant pour les restes que pour le traiteur d'eau, il faut voir que derrière, il y a une notion de coût qui est très importante.
Et donc, finalement, il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde par rapport au fait que l'eau potable, c'est un bien très précieux, tant pour aller la puiser que pour la produire. Et donc, il faut que chacun à son niveau fasse attention à, voilà, à la quantité d'eau qu'il consomme en complément des actions que l'ARS et le traiteur d'eau peuvent mener. Oui, Merci et pour ce... Oui, pardon. non, non, je voulais même ajouter un petit propos supplémentaire et une petite illustration que je trouvais intéressante et que on a parfois des problématiques euh, qui sont opposées. On peut avoir des problématiques de parasites, par exemple, comme le soulignait Fabrice. Et donc, on pourrait augmenter nos traitements de désinfection. Néanmoins, quand on augmente notre traitement de désinfection, on va avoir d'autres problématiques peuvent se proposer. On va avoir des sous-produits de désinfection qui peuvent parfois être problématiques. Et donc, on va travailler à essayer de trouver le juste équilibre entre eh bien, une certaine problématique et une autre problématique qui fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent sur ces sujets-là pour assurer la qualité d'eau parce que voilà, il y a des solutions qui vont s'impacter sur beaucoup d'effets qui sont importantes à bien prendre en compte et bien maîtriser. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, je suis en train de regarder le chat et en fait, il y a énormément de questions et j'avais presque envie de faire un petit stop sur ces questions à l'heure actuelle. Il y a plusieurs questions qui sont en lien avec les analyses, les contaminants de l'eau. Valérie, est-ce que vous voulez faire, vous faire le porte-parole de tous les participants? Oui, oui, merci Marie-Pierre. En fait, j'avais exactement la même remarque. Oui, merci. Il y a énormément de questions et c'est vrai que je pense que ce serait peut-être bien de faire un petit point, notamment des questions sur des questions tout simplement méthodologiques. Il y a une question qui demande où est-ce que vous prélevez l'eau pour les analyses microbiologiques et comment se font les contrôles en fait? Comment garantir parce que du réseau de distribution sur l'ensemble de la tuyauterie en fait et à quel rythme? Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ce côté très très méthodologique et très pratique? Alors, je vais peut-être commencer à répondre d'un point de vue du producteur et puis Fabrice complétera d'un point de vue du contrôleur, même si on travaille main dans la main. Il y a pour le contrôle microbiologique, on va définir une fréquence d'analyse permettant de réduire les risques. Donc, sur une très très grosse usine, par exemple, on va prélever l'eau produite par l'usine tous les jours, voire parfois 2 fois par jour, pour vérifier qu'il n'y a pas de traces d'indicateurs fécaux. S'il y a des traces d'indicateurs fécaux, c'est que le dispositif de traitement était défectueux et c'est qu'on a un véritable problème. On vérifie aussi l'eau brute pour vérifier qu'on n'a pas une dégradation de la qualité de notre source et pour s'assurer que le traitement est fonctionnel. C'est dans ce cadre-là que parfois on va un peu au-delà des indicateurs et qu'on peut par exemple rechercher les parasites, les virus si on a les méthodes disponibles au laboratoire et on va s'assurer que le traitement est bien fonctionnel. Après, la question est très bonne parce qu'effectivement, il peut y avoir une dégradation, on peut y avoir on peut y avoir une cassure dans le réseau et donc un retour d'eau, comme on appelle ça, une entrée d'eau parasite qui peut être plus ou moins sale et qui, si est sale, va provoquer des maladies chez les gens et une dégradation de la qualité microbiologique. C'est pour ça qu'on a dans ce qu'on appelle dans notre jargon un peu à nous les UDI, c'est-à-dire les unités de distribution avec une qualité d'eau constante. On sait que l'usine a fait une eau de bonne qualité. Dans cette zone-là, on sait que eh bien, puisqu'elle est alimentée par cette usine qui fait de l'eau de bonne qualité, on doit avoir de l'eau de bonne qualité. On fait des prélèvements et on vérifie que l'eau ne s'est pas dégradée au niveau du réservoir et au niveau du réseau de distribution en suivant les mêmes paramètres. Donc toujours les indicateurs fécaux. Et on devrait normalement, si tout s'est bien passé, ne pas en trouver puisque le réseau est censé protéger l'eau distribuée. En plus, l'eau est sous pression. Donc, quand il y a une brèche dans le réseau, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'eau qui fuit, ce qui est un peu dommage qu'on perde de l'eau. Mais en échange de cette perte d'eau, on sait qu'il y a peu d'eau étrangère, enfin, de mauvaise qualité qui doit rentrer. Après, parfois, il peut y avoir des pertes de pression, des choses comme ça, qui rendent cette théorie pas toujours vraie. Donc, on va réaliser des prélèvements. Et comme c'est sur le réseau que c'est beaucoup plus grand, on va définir des fréquences de prélèvement. Alors, nous, le producteur et puis l'ARS de son côté, on va choisir des zones et des endroits pour aller faire des prélèvements, souvent dans des points avant au pied d'immeuble, on appelle les points du réseau de distribution. Et puis, certaines zones de France même peuvent faire des prélèvements au robinet du consommateur. Alors, je ne sais pas si c'est fréquent dans toute la France, mais ça existe. En tout cas, à certains endroits, notamment chez nous, où on va vérifier qu'il n'y a pas jusqu'au robinet une dégradation de la qualité.
Voilà pour l'organisation d'un point de vue du producteur d'eau de la qualité microbiologique. Merci Laurent. Pour compléter, je retiens de la question, en fait, voilà, il y a un questionnement sur le fait que comment on peut voir que l'eau est conforme en tout point du réseau. Ça, c'est une question très intéressante. Et il faut savoir que là, ça relève de l'expertise technique des ingénieurs techniciens qui sont dans les délégations départementales de l'ARS. Il faut savoir que le programme de contrôle sanitaire qu'ils vont mettre en œuvre, ce n'est pas un copier-coller d'une année sur l'autre. En fait, en fonction des résultats, Laurent Moulin a expliqué la notion d'unité de distribution, on va dire voilà, un réseau. Et en fait, l'idée, c'est que les points de surveillance, ils ne vont pas toujours être au même endroit. Et il va y en avoir, notamment y avoir des points de surveillance dits mobiles qui vont permettre d'apprécier la qualité de l'eau en tout point du réseau. Et donc ça, en fonction des problématiques auxquelles on peut être exposé, les ingénieurs techniciens en délégation départementale vont être amenés à revoir le programme du contrôle sanitaire et à le faire évoluer tant en termes de localisation des points de surveillance que de fréquence. Alors la fréquence, c'est sûr qu'elle est fonction de la population qui est alimentée, elle est fonction aussi du débit qui est produit, mais néanmoins, même pour des petits réseaux en zone rurale, nous avons tout à fait la légitimité, la possibilité d'augmenter la fréquence si voilà, on évalue qu'il y a un risque de dégradation de la qualité d'eau. Alors, si je regarde le chat, il y a quelques questions qui sont très techniques qu'on va peut-être évoquer dès maintenant. Euh, un de nos participants demande, est-il vrai que des sulfates d'aluminium sont utilisés pour rendre l'eau claire après de fortes pluies sans limitation en termes de quantité? Alors, c'est effectivement une question Là, très technique, mais oui. vas-y, vas-y. Non, non, mais on peut répondre, c'est assez simple. Alors, je voulais pas rentrer dans les traitements, mais finalement, la question m'y oblige un peu. Souvent, l'une des premières étapes du traitement quand on a les eaux de surface, les eaux souterraines ont réellement peu de matière organique ou peu de produits dissous. Donc, souvent, on va plutôt s'intéresser dans les eaux souterraines à faire un traitement de désinfection ou d'élimination d'un certain nombre de composés organiques. C'est moins vrai pour les eaux de surface qui peuvent effectivement être contaminées par des matières organiques, des résidus de feuilles, de boue, de choses comme ça. Et quand il pleut, ces contaminants organiques, ces matières organiques vont tendance à augmenter assez fortement. Et la première étape de traitement de ces matières organiques, c'est de les faire précipiter. Pour les faire précipiter, on va amener des flocculants, c'est-à-dire souvent du chloroférique du sulfate d'aluminium, qui vont changer un peu les charges de ces matières organiques. Elles vont pouvoir s'agglomérer, devenir plus denses et tomber au fond du bassin de décantation. Et on va donc avoir une eau beaucoup plus limpide. On récupère l'eau qui est toute en surface pour continuer sur les étapes de traitement. Donc on peut utiliser pour cette étape de décantation, enfin flocculation, décantation, comme on dit, deux types de composés, donc le chloroférique ou le sulfate d'aluminium. Euh, ces deux composés, donc l'aluminium et le fer, ont des limites maximales. Donc, si on utilise le sulfate d'aluminium, on va vérifier que l'eau produite dépasse pas une limite. Il y a une référence de qualité sur l'aluminium. Normalement, on essaie de ne pas dépasser les 200 microgrammes litres. Donc, on a une, euh, recommandation de la réglementation pour ne pas mettre tant d'aluminium que ça. C'est pareil, les quantités de ces composés qu'on va mettre, on va faire ce qu'on appelle des jar tests, si on rentre vraiment dans le jargon. C'est-à-dire qu'on va vérifier quelle est la meilleure quantité de ces composés sulfate d'aluminium ou chloroférique qu'on peut mettre pour précipiter, pour éviter d'en mettre trop, parce que ça a quand même un certain coût. Et puis, ça peut avoir des effets à long terme derrière en faisant précipiter du fer ou de l'aluminium. Donc, on va maîtriser la quantité qui est mise. Personne ne mettra des quantités sans maîtriser un peu la quantité de ce flocculant qu'il rajoutera en tête de station. Et peut-être par rapport au propos de Laurent, en fait, compléter sur le fait que je vous indiquais tout à l'heure qu'en termes de contrôle de la qualité de l'eau, il y a des limites de qualité, Oui. c'est-à-dire des paramètres pour lesquels on considère qu'il y a un effet direct sur la santé. Et on va aussi contrôler des références de qualité, qui finalement sont des paramètres qui sont plutôt en lien avec le bon fonctionnement des unités de production-distribution d'eau. Donc typiquement, par rapport à cette question sur le sulfate d'aluminium, nous, à l'ARS, en fait, on va contrôler en sortie de traitement voilà, la quantité, la concentration de sulfate dans l'eau.
Donc, même au cas où il y aurait une dérive ponctuelle en termes de quantité de sulfate d'aluminium qui serait injecté dans le traitement de coagulation, flocculation, et là encore, le traiteur d'eau, lui, en amont, il a des alerteurs qui font que il corrige dans la plupart des cas voilà, la situation. Si ce n'était pas le cas qu'il y avait un accident, nous, on va le voir en aval avec ces paramètres indicateurs. Et donc, on va pouvoir se mettre en lien avec le traiteur d'eau pour voilà, effectuer les corrections nécessaires. Et il est vraiment fondamental de rappeler que c'est un travail en binôme. Certes, nous sommes le contrôleur, le traiteur d'eau le contrôlé, mais finalement, il y a une transparence totale dans nos échanges et on a un objectif commun, c'est qu'en fait, l'eau, elle soit conforme et de qualité pour l'usager. Alors, pour rester un peu sur le même domaine, j'évoquerai une question euh, en lien avec d'autres contaminants, les pesticides. Il est demandé si la réglementation prévoit les épandages de pesticides dans les périmètres de protection des captages d'eau, j'entends. Alors, c'est une question qui est assez technique, qui est en lien avec ce qui se passe en France, la réglementation française. Euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements? Peut-être sur la partie Vas-y. réglementaire, je vais commencer, puis Laurent pourra compléter hein, pour la vision du traiteur d'eau. Alors, il faut savoir que en termes de démarche préventive, la réglementation française prévoit de mettre en place des périmètres de protection au niveau des captages d'eau potable, qui se matérialisent par des déclarations d'utilité publique. Donc, l'idée, c'est d'avoir au sein même, au niveau du captage, donc un périmètre de protection dit immédiate, qui la plupart du temps en fait est à proximité immédiate du captage et au sein duquel on ne peut rien faire d'autre que de produire de l'eau. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire pour produire de l'eau est interdit au sein de ce périmètre. Il y a un deuxième niveau de périmètre, c'est un périmètre de protection dit rapproché. Donc là, après avis d'un hydrogéologue agréé, on va évaluer par rapport à la ressource en eau, sa vulnérabilité, les prescriptions et interdictions qui sont nécessaires d'être mises en œuvre. Alors, elles sont justifiées et argumentées par l'hydrogéologue agréé, et notamment pour les pesticides, voire leur métabolites de pesticides. Cela peut conduire derrière à imposer des restrictions en termes de quantité d'intrants pour l'agriculture, ou voire même d'interdiction. Et bien évidemment, cela est fait en lien avec les différentes institutions qui représentent le monde agricole. Mais l'idée est toujours la même, c'est de se dire, il faut préserver dans la durée ces ressources en eau. Et donc, ces prescriptions et interdictions sont formalisées dans un arrêté préfectoral et donc qui est après opposable, notamment dans les plans locaux d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi au niveau de ces périmètres. Il y a même un périmètre de protection dit éloigné, où là, ce n'est entre guillemets que la réglementation existante qui s'applique, mais qui est là pour rappeler qu'à proximité, on a un captage et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, ce sont des zones, je dirais, qui permettent de préserver la ressource en eau brute dans la durée. Voilà. Ah, c'est difficile de passer après toi, tu as déjà presque tout dit. Non, j'ajouterais que malheureusement, l'hydrologie, c'est une science un peu complexe, que la circulation de l'eau en souterraine, elle est pas, voilà, elle est compliquée et que des pollutions peuvent venir d'assez loin. Et donc, si on voulait vraiment très bien protéger, il faudrait faire des surfaces qui sont gigantesques. Et que bah, malheureusement, sur cette surface, il y a des gens qui vont faire de l'agriculture, mais pas que. Ça peut être des industriels, ça peut être de vieilles industries aussi. Ou même les agriculteurs sont peut-être passés parfois des traitements beaucoup moins de phytosanitaires. Néanmoins, il y a des molécules qu'on a toujours et depuis très longtemps parce qu'elles ont un temps de disparition dans le temps, dans l'environnement qui est assez long. Donc ça rend les choses un petit peu compliquées. L'idée, voilà, c'est effectivement de réduire la plupart des intrants sur les aires de captage. Sur les eaux surface, c'est encore plus complexe, hein, quand vous imaginez bien, quand on prend de l'eau dans la Seine, on a donc tout le bassin de la Seine qui est un peu notre aire de protection, serait un peu toute la Seine. Ça devient impossible. Il y a des industries, il y a du transport, il y a tout plein de choses. Donc on se retrouve avec des qualités d'eau qui sont pour le coup plus dégradées puisque c'est assez gigantesque.
et qu'on peut pas, qu'il y a d'autres choses que la production d'eau potable, malheureusement, dans ces bassins versants. Alors, je vais continuer avec quelques questions en lien avec les contaminants de l'eau. Euh, on a parlé des contaminants microbiologiques, des contaminants chimiques, et un de nos participants nous demande où prélevez-vous l'eau pour les analyses microbiologiques? Supposant qu'il puisse y avoir des fuites avec le système de distribution d'eau, comment allez-vous savoir que cette eau n'est plus microbiologiquement de qualité? Alors, ça Ah, rejoint quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, mais on peut peut-être revenir un petit peu oui. dessus sur toute la chaîne de distribution et les points de prélèvement. Ouais, alors je peux même ajouter des éléments qui sont assez importants, qui sont que la microbiologie est à ce titre particulier qu'on fait un prélèvement et l'analyse n'est pas immédiate. On va ramener ça au laboratoire. L'idée, c'est de faire pousser les micro-organismes sur un milieu très spécifique. Et puis, s'il n'y en a pas, ils ne pousseront pas. Mais s'il y en avait, ils vont pousser. Mais leur temps de croissance fait qu'on a le résultat quelques heures, en tout cas en journée qu'on compte, une petite journée après, 24 heures en gros, après, voire 48 heures pour certaines analyses. Donc, on va faire des prélèvements, alors comme on l'a dit tout à l'heure, à la sortie de l'usine, à la sortie du réservoir, sur le réseau de distribution, sur des points qui paraissent intéressants parce qu'ils sont équipés parce que c'est un tuyau qui va alimenter une grande zone derrière, parce que c'est en pied d'immeuble, donc on va définir, en tout cas nous, producteurs, les zones de prélèvement qui sont souvent assez proche et assez bien organisé avec les prélèvements réalisés par le laboratoire de l'ARS. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un système. Alors, en tout cas, les gros producteurs d'eau, on a un système de suivi de la qualité en ligne de l'eau. On peut mettre des capteurs. Alors, ça peut être des capteurs très, je dirais simple, même si rien n'est vraiment simple. On pourrait regarder la turbidité en ligne, en temps réel, tout le temps, l'eau elle passe devant un capteur et qui vérifie qu'il n'y a pas de particules en suspension. Si d'un seul coup ce capteur met à se voir des particules en suspension, bah, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de tout à fait normal. Une vanne s'est ouverte, elle a relargué un petit peu de biofilm, un petit peu de matière qui était accrochée au fond du tuyau, et puis eh bien, on sait que c'est un événement normal du réseau. Soit d'un seul coup, on voit la qualité se dégrader et ça veut dire que il faut trouver sur place qu'est-ce qui s'est passé, soit faire des analyses spécifiques, soit vérifier qu'il n'y a pas eu des travaux, une casse, etc. Ça, c'est les paramètres un peu simples. On peut aller sur des paramètres beaucoup plus complexes, hein, la turbidité, la transparence, la fluorescence de l'eau après excitation. Donc voilà, on peut chercher des paramètres et ce suivi en temps réel permettra de s'assurer que la qualité d'eau est constante et qu'on n'a pas des dégradations dans le réseau de distribution. Et puis même, alors c'est encore un peu cher et un peu compliqué, mais d'un point de vue dans les équipes de recherche, on a maintenant presque des capteurs de microbiologie qui permettent de suivre avec une petite quinzaine de minutes de retard la contamination en indicateurs fécaux d'une masse d'eau. C'est peu utilisé dans l'eau de distribution, mais ça peut être utilisé dans les eaux de surface ou autres. Voilà. Alors, parmi les contaminants évoqués, il y a des sujets d'actualité qui viennent, et entre autres les perfluorés, la contamination de l'eau constatée dans plusieurs régions françaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet qui, qui, qui inquiète et qui est vraiment très présent à l'heure actuelle? Euh, Peut-être oui, je Monsieur peux peut-être Dassonville? alors, sur le plan réglementaire indiquer dans le cadre de la nouvelle directive européenne. Donc, on vous a indiqué que finalement, on a tout un tas de paramètres émergents. Donc, l'idée, lorsqu'on a des nouvelles directives européennes à appliquer, c'est que ça prenne aussi en compte l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Typiquement, la nouvelle directive européenne impose qu'à partir de janvier donc 2026, les composés perfluorés soient suivis dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. En France, en pratique, il y a de nombreux ARS qui ont déjà initié ce suivi par rapport voilà, à la préoccupation croissante par rapport à ces composés qui sont présents dans l'eau et qui, rappelons-le, en fait, sont qualifiés de polluants éternels, puisqu'en fait, la nature ne sait pas les dégrader. On en retrouve même jusque dans les pluies au pôle Nord. Hein. Des articles scientifiques ont démontré que finalement, c'est une présentation qui est une présence qui est finalement
dans toutes les masses d'eau dans le monde. Donc face à ça, faut voir, ça me permet d'insister sur finalement la nécessité d'avoir à la fois une gestion du risque sanitaire et une analyse finalement du risque sanitaire. Et actuellement, sur les perfluorés, donc on est toujours dans une logique d'acquisition de connaissances scientifiques pour déterminer en fait des valeurs de gestion du risque sanitaire. Donc des ARS ont commencé des campagnes prospectives de recherche dans les eaux destinées à la consommation humaine. Et parallèlement, nos agences d'expertise sanitaire, à la fois le Haut Conseil de santé publique et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANSES, elles évaluent actuellement les risques des composés perfluorés attribuables à une exposition via l'eau du robinet. Et cela va nous permettre finalement d'affiner nos valeurs guides pour chaque composé perfluoré individuel pour pouvoir être encore plus à même d'intervenir en cas de présence et de dépassement de ces valeurs guides dans les eaux destinées à la consommation humaine. Mais ce qui est vraiment très utile, très important à retenir, c'est que finalement, AREST, on ne travaille pas seul dans notre coin. Donc, on a vu on collabore de manière permanente en binôme avec les traiteurs d'eau, mais il faut voir aussi que parallèlement, on a des agences d'expertise sanitaire qui s'emparent de ces sujets et qui, elles, sont là pour nous appuyer, nous aider à définir des valeurs guides de gestion dans l'eau potable. Et je terminerai en indiquant que on est dans un contexte où finalement ces paramètres émergents, on en identifie de plus en plus, hein, comme l'a dit Laurent Moulin, les capacités techniques, analytiques des laboratoires de recherche, finalement, ça va maintenant à une vitesse très importante et comme l'on dit souvent nous, on trouve ce qu'on recherche et on est en capacité de rechercher de plus en plus. Alors, pour rester sur ce volet analyse, une question très courte, je pense qu'il donnerait une réponse rapide aussi. Où est-il possible de trouver les résultats des analyses, par exemple effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire en France? Eaupotable.gouv.fr, vous tapez eau potable, résultat analyse eau potable sur votre moteur de recherche préféré en France et vous tomberez sur le site du ministère de la Santé. Il y a une carte France, vous pouvez cliquer sur votre région, votre ville, le réseau concerné, vous aurez les dernières analyses avec l'interprétation des ARS. Et puis la possibilité de choisir sa commune, La commune, son réseau, voilà, d'aller à son réseau de un niveau très fin. distribution. Ce que je vous propose, c'est que l'on mette le lien, ah ben voilà, euh, qu'on mette le lien dans le chat et puis sur la page dédiée au webinaire. Alors, Euh, j'ajoute un tout petit élément d'information, parce que ouais. ça marche très très bien pour les petites communes. Pour les grandes communes qui ont plusieurs UDI, hein, comme on l'a signalé avec Fabrice, donc c'est-à-dire des zones de distribution alimentées par une même qualité d'eau, il faut connaître son arrondissement ou la zone de sa ville par laquelle on est alimenté. Normalement, c'est assez connu par les gens, mais il faut parfois chercher cette information-là. À Paris, par exemple, on a 4 UDI, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Donc, il faut connaître la zone dans laquelle vous habitez pour rechercher les bons rapports d'analyse. Voilà. Et UDI, je rappelez, rappelle, Unité de c'est distribution indépendante. le réseau en fait sur lequel l'habitation de chacun se situe. et rappelez aussi rapidement que chaque année en France, l'usager il reçoit ce qu'on appelle une infofacture, qui est une synthèse annuelle sur la qualité de l'eau. Et donc, il mentionne aussi si le réseau a fait l'objet de perturbations, d'interdiction de consommation. Donc, chaque année, avec la facture d'eau, il y a une synthèse sur la qualité de l'eau. Alors ça, c'est, je dirais, le particulier, ceux qui habitent en habitation individuelle, qui ont directement cette facture. Pour tous ceux qui sont en appartement, en habitat collectif, c'est généralement le syndic qui reçoit cette information et charge à lui après de transmettre Là. à chaque habitant. Mais vous pouvez la demander. Euh, on a parmi nos participants de très nombreuses personnes qui nous suivent d'Afrique et il y a dans le chat, je ne les ai pas oubliées, plusieurs questions en lien avec les problèmes d'accessibilité euh, à l'eau du robinet, à une eau potable en Afrique. Alors, je suis en train de rechercher les questions. Euh, Pardon. Euh, je les ai perdues.
Alors, une question, alors, je ne sais pas si nos intervenants seront à même d'y répondre, mais une question qui souligne bien la difficulté à laquelle certaines populations de par le monde sont confrontées. La RDC, la République démocratique du Congo, est l'un des pays de l'Afrique qui est très riche en eau, très riche avec 52% des réserves en eau de l'Afrique. Qu'est-ce qui explique la faible couverture en eau potable pour la population? Alors, un exemple de question. Il y en a d'autres aussi, euh, qui, d'autres personnes qui interrogent sur la difficulté d'installation, de développement de producteurs d'eau potable au niveau de l'Afrique. Euh, euh, C'est, je dirais que oui, tout ça, enfin, c'est des questions, pendant que tu cherches les autres questions, c'est des questions complexes. L'aménagement d'un réseau de distribution d'eau, c'est rarement quelque chose qui se fait dans un temps court, hein, c'est un temps très très long. Je reprends l'exemple parisien. Alors, je vous ai passé, mais on a deux réseaux. On a un réseau d'eau potable, un réseau d'eau non potable. Ça a été des travaux qui ont commencé sous Haussmann pour amener de l'eau. Enfin, c'est un travail de longue haleine, fabriquer des usines, protéger ses ressources, d'assurer une maintenance et un investissement suffisant sur son réseau. Donc, je pense que tout ça peut expliquer que des nouvelles zones ou des endroits où le développement de ces réseaux n'a pas encore eu lieu fait qu'on est encore un peu loin. Voilà, c'est quelque chose de longue haleine et très vite, quand on voit qu'il n'y a pas d'investissement, on voit que ça dérape, le rendement se réduit, ce qui est une problématique environnementale, mais pas que. Ça veut aussi dire que si ça fuit beaucoup, qu'on a beaucoup de brèches dans le réseau et donc on a potentiellement plus de retour d'eau ou de pollution du réseau d'eau possible. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour maintenir tout ça. Donc sur certains endroits, ça peut expliquer les difficultés, je pense. Peut-être aussi préciser, alors là on est sur l'Europe, mais dans le cadre de la nouvelle directive européenne sur l'eau potable, il y a un accent fort qui est mis sur l'accessibilité de l'eau à tout le monde en fait. Et donc d'aller aussi vers les populations qui n'ont pas accès à cette eau potable, même les populations nomades, avec à la charge à chaque collectivité de leur fournir un moyen d'alimentation en eau potable. Et ça fait écho à une demande forte de la population européenne, en fait, d'avoir un accès à l'eau potable, même pour des villages très isolés, parce que j'ai vu qu'il y a des questions aussi là-dessus, ou des populations nomades qui vont bouger d'une communauté, d'une collectivité à l'autre, et donc faire en sorte que chacune de ces populations puisse avoir un accès à l'eau potable. Mais ça sous-entend, comme le disait Laurent, il y a une complexité aussi, et puis un réseau, ça a un coût. Donc forcément, ce qui peut expliquer que parfois c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais il faut aussi préciser que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, propose des programmes aussi hein, d'accès à l'eau potable, même pour les zones très isolées sur les différents continents. parmi les questions qui viennent de nos amis d'Afrique, il y a aussi des questions sur l'installation de laboratoires d'analyse, d'accompagnement pour le contrôle de cette eau. Et puis, Monsieur Moulin, Monsieur Dassonville, il y a des propositions de collaboration, d'échange qui sont aussi lancées via le chat. Ah, Pourquoi ne pas essayer d'établir des réseaux, des échanges, des conseils, de partager des conseils entre des pays où le contrôle, la distribution d'eau est assez poussée, et puis des pays où elle l'est un peu moins, comme le soulignent certains de nos participants. Alors, alors, merci pour les propositions de collaboration. On les regardera, je pense, un petit peu être opposé après et je pense que c'est toujours intéressant. Juste pour signaler que ça existe déjà, on a souvent des interactions, en tout cas dans le cadre de nos activités de recherche et de travaux. On a eu des interactions avec des gens de Tunisie, des gens du Maroc, voilà, des différentes régies et équipes enfin, ouais, régies qui font de l'eau potable. Sur la partie analytique, ça existe aussi, hein. On a des projets de recherche sur la qualité d'eau avec un certain nombre de pays en dehors de l'Union européenne. Euh, donc ça existe, c'est sûrement pas assez développé et les échanges doivent sûrement monter en puissance. Mais voilà, pour dire que c'est pas inexistant et qu'il y a un certain nombre
début d'analyse. On a parfois des analyses qui viennent de pays assez éloignés. On a eu des échantillons du Bénin. Ça pose souvent une problématique. Alors, on reste dans le territoire français, hein, on fait un suivi pour, par exemple, on travaille beaucoup avec l'exemple de Mayotte, dans le cadre d'autres projets de suivi de la qualité d'eau usée, par exemple. Mais le transport d'échantillons est complexe. Donc, quand on travaille avec des pays qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, bah, c'est parfois pas forcément facile. Donc, c'est peut-être le mieux, effectivement, qui développe les laboratoires. C'est souvent dans ce cadre-là qu'on travaille pour qu'ils aient les techniques et les méthodologies plus proches du point de prélèvement. C'est souvent ce qui est le plus facile. Alors, l'heure passe très vite, on est quasiment à la fin de ce temps d'échange. Euh, c'est l'heure de conclure, malheureusement. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui sont dans le chat. On va essayer de regarder ça, de vous apporter des informations complémentaires. De toute façon, le webinaire va être mis en replay sur le site de la chaire UNESCO. N'hésitez pas à aller sur ce site. Des ressources, des documents d'information complémentaires seront associés à ce webinaire. Vous trouverez également un lien vers la page de l'Université Clermont-Auvergne euh, qui est, euh, qui a mis en place depuis 2023 un pôle de recherche ciblé sur l'eau avec une fédération de tous les laboratoires, les chercheurs qui s'intéressent au domaine de l'eau. En fonction de vos préoccupations, vous trouverez peut-être des interlocuteurs. N'hésitez pas à les contacter. Ça, c'est certain. Je pense qu'ils seront ravis d'échanger avec vous tous. Ce webinaire Eau et Santé était le premier d'une série qui est initiée par la chaire UNESCO, Éducation et Santé. La semaine prochaine, nous continuerons ces échanges avec un deuxième webinaire consacré aux eaux non conventionnelles. Alors, c'est un terme qui est en pleine émergence en France, mais encore beaucoup d'entre nous se demandent ce qui se cache derrière ce terme eau non conventionnelle. Nous le décortiquerons, nous verrons concrètement de quoi il s'agit jeudi 20 juin, pareil, de 13h à 14h, et nous aurons nous aurons le plaisir d'accueillir à cette occasion le professeur Gilles Borner, qui est professeur au Val-de-Grâce, à l'école du Val-de-Grâce à Paris, et qui est en charge des enseignements sur tout ce qui a trait à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, et qui est expert dans le domaine de l'eau pour le service de santé des armées. Donc on quittera l'eau du robinet, on passera sur de nouveaux types d'eau qui sont de plus en plus évoqués à l'heure actuelle, en lieu et place de l'eau du robinet, de l'eau potable, des eaux non conventionnelles, mais adaptées pour certains usages. Encore merci et à très bientôt.